Bonjour à vous tous qui êtes sur les bancs ou également sur les chaises longues de ce jardin de la cour Pasteur de l'Université d'Avignon pour ce deuxième échange de nos rendez-vous donc organisés par le Festival d'Avignon, Mediapart et la Revue du Crieur intitulé « Penser le monde après-demain ». Parce que, partant du constat que souvent le présent est un peu déprimant et que le lendemain un peu inquiétant, il peut être salutaire de se projeter encore plus loin pour envisager des scénarios utopiques ou dystopiques, mais qui nous permettent de nous desserrer du présent et du réel. Alors il n'est pas pour autant question ici de faire un catalogue de prophéties ou de prévisions, mais plutôt de projeter quelques formes de l'avenir à partir des doutes ou des tendances du présent pour peut-être le subvertir. Et donc aujourd'hui, c'est à l'après-demain de la médecine que nous nous intéressons. Je vous précise quand même toutefois que si vous êtes venu chercher des informations sur les implants en biomatériaux, la nanorobotique, les micropompes composées d'une membrane ondulante, comme on en voit assez régulièrement dans les dossiers spéciaux des magazines, vous n'êtes pas forcément au meilleur endroit, même si on parlera de la médecine du futur, parce que la personne qui va nous en parler, Didier Sicard, bonjour à vous, ancien chef de médecine interne à l'hôpital Cochin, ancien président du comité consultatif national d'éthique, et quelqu'un qui aborde la médecine comme un tout, non pas simplement à travers la technologie, mais comme un ensemble de questions politiques, éthiques et sociales. Et c'est la manière dont toutes ces dimensions s'articulent et s'imbriquent qui va nous intéresser pendant cette petite heure d'échange avant que je vous donne le micro pour prolonger la discussion. Mais alors j'avais envie de vous poser une question avant qu'on aborde l'après-demain de la médecine. Quand vous avez commencé vos études à vous de médecine, c'était peut-être il y avait pas loin de 50 ans, est-ce que vous auriez pu imaginer ce qu'était la médecine aujourd'hui? En gros, est-ce que vous êtes surpris par ce qu'elle est devenue? Non seulement je suis surpris, mais j'appartiens à une génération qui, chaque jour, voyait dans son métier, dans la presse, une nouvelle avancée diagnostique, thérapeutique, le scanner, l'IRM, des nouveaux antibiotiques chaque semaine, des nouveaux antihypertenseurs, des nouveaux anticancéreux. Donc j'avais l'impression d'être perpétuellement sur une pente ascendante. Alors, est-ce que c'est l'effet de l'âge? Il faut se méfier, quand on est vieux, on finit par porter un regard quelquefois un peu critique. Mais j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe depuis 10 ou 15 ans. Le paradoxe est entre la relative inertie des grandes découvertes, dont tout le monde a l'impression qu'au contraire, on est de plus en plus ahuri par les innovations. Donc, d'un côté, une stabilité et de l'autre, une médiatisation de la médecine comme une nouvelle aventure humaine qui est sans fin. Et 2050, 2100, la transhumanité, le transhumanisme, les greffes de tout, les aveugles verront, les sourds entendront, les cœurs seront des machines à l'intérieur, que les robots prendront soin de nous, une sorte d'ivresse, alors que j'ai l'impression, et c'est assez étonnant, d'avoir été entre les années 70 et 2000 au spectacle d'une médecine qui m'étonnait chaque jour. Et depuis 17 ans, je trouve que elle a fini par s'évader et est devenue, à son insu, mais de son plein gré, une activité humaine qui a quitté le réel pour se projeter dans l'abstrait, dans l'irréel. Et cela fait que cette abstraction, elle est en fait récupérée par un acteur majeur, qui est l'économie, qui est le marché, qui est la finance, qui a très très bien compris qu'il n'y a pas d'activité économique humaine plus rentable que la médecine. Et donc, on voit très très bien comment l'économie a besoin d'avoir des retours sur investissement et donc de proposer sans arrêt, dans chaque journal, dans chaque émission de radio, de télévision, sur Internet,
une aventure médicale d'autant plus fabuleuse et d'autant plus séductrice que la médecine est devenue ce qu'elle n'était pas il y a 40 ans, le nouveau salut de l'humanité. Il y a 40 ans, au fond, peut-être que l'humain était encore dans une tradition, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit sinon philosophique, mais on demandait à la médecine de sauver les gens, mais on ne lui demandait pas le bonheur dans l'existence. Et depuis 20 ans, au moment où l'économie a très bien compris que la technologie, sans être technophobe, allait être la nouvelle aventure de la médecine, eh bien, proposer la médecine comme le salut de l'existence, comme un sauvetage, comme un nouveau salut de l'existence, m'a paru extrêmement étrange au moment même, et c'est vraiment le paradoxe, où l'innovation réelle est restée stable. Il n'y a pas de nouvel antihypertenseur depuis 25 ou 30 ans. Il n'y a pas de nouvel antibiotique depuis 20 ans. Il n'y a pas de nouvel réellement anticancéreux, à part quelques exceptions depuis 20 ans. Mais le monde a l'impression que chaque jour, il y a un nouveau médicament, un nouvel antidiabétique. Il n'y en a pas un seul depuis 20 ans. Et au fond, cette stagnation et qui s'accompagne d'une espèce d'ivresse de communication me paraît étrange. Pour répondre à votre question de façon un peu longue, et j'essaierai d'être plus court la prochaine fois. On a un peu de temps. C'est ça l'avantage des platanes d'Avignon. Mais alors, comment vous expliquez cette stagnation, ce manque d'innovation, la technique? Après, on va revenir à ce que vous dites des conséquences d'une médecine prise par l'économie. Même dans un pays comme la France, on avait pourtant l'impression qu'elle devait y échapper. Mais là, sur la question vous dites pas de nouvelles molécules. Comment est-ce qu'il y a une explication à ça qui est liée à l'économie, ou est-ce que on peut aussi regarder la médecine et peut-être se demander, enfin l'histoire de la médecine pour mieux penser son futur, en se demandant est-ce qu'elle progresse par grands bonds ou est-ce qu'elle progresse de manière linéaire, sinon linéaire, du moins continue et lentement, globalement? Mais il y a un contraste entre ce que la médecine peut faire d'utile et ce qu'elle a fait de très utile au XXe siècle, les vaccins, le traitement de l'hypertension, les antibiotiques, qui ont changé la durée de l'existence, passant de 40-45 ans à 70-80. Et donc, la médecine, au fond, au XXe siècle, a été la grande aventure de l'humanité. Et le XXIe se dit, mais pourquoi je ne me reposerai pas sur le XXe siècle pour aller encore plus loin. Et alors, il est vrai que les techniques de connaissance, les techniques d'innovation, les techniques de médecine, biologie moléculaire, les techniques d'IRM, d'imagerie, on est dans l'archéologie de l'imagerie. L'imagerie, on commence à la voir apparaître. Le moindre médecin commence à apparaître, mais dans 5 ou 10 ans, dans son smartphone, il aura la capacité, par une échographie sur son portable, de voir l'intérieur du corps. Donc les possibilités diagnostiques vont se décupler. Mais le décalage qu'il y a entre l'innovation, entre le discours sur les cellules souches, sur la thérapie génique, sur telle ou telle nouvelle découverte et la pratique collective fait que, au fond, la cible des thérapies pour l'humanité s'est extraordinairement rétrécie pour un petit nombre, laissant le plus grand nombre avec les découvertes du XXe siècle, qui sont très bien. Mais il n'y a pas de découvertes du XXIe siècle qui vont concerner l'ensemble. D'où, d'ailleurs, ce qui apparaît comme un phénomène étrange, mais inquiétant, c'est la croissance des inégalités. Dans ce domaine, on pouvait imaginer que, au fond, la médecine du XXe siècle, elle apportait ses bienfaits contre l'hypertension, contre la pneumonie, contre les infections diverses, à tout le monde, aux plus déshérités comme aux plus riches. Et maintenant, c'est des thérapies qui vont être ciblées pour des personnes qui ont des maladies rares. Alors ça peut être 100 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros par personne. Et
au fond, l'humanité se dit, moi, je ne peux pas laisser quelqu'un qui a une maladie qui est curable par un traitement et la laisser sur le flanc. Et donc, on voit très bien que cet argent qui va être complètement pris par des découvertes concernant très très peu de monde va le faire au détriment de ce qu'est la prévention, de ce qu'est une médecine collective. Et j'aurais, au fond, je commence à assister à une sorte de contraste entre une médecine qui innove pour très peu et une médecine qui abandonne un grand nombre de personnes à leur destin pour lequel, au fond, le marché ne trouve pas de capacité de retour sur investissement. Et ça vous semble être le scénario le plus probable? Si je vous demandais, après vous avoir demandé, bon alors est-ce qu'il y a 50 ans, vous imaginiez la médecine que vous avez sous les yeux, d'imaginer la médecine qui sera dans 50 ans, pour vous, le plus probable, c'est une médecine hyper technicisée, réservée à un petit nombre d'individus, et avec une médecine globalement stagnante pour le reste? Ou est-ce qu'on a quand même des scénarios un peu plus positifs à envisager? Non, mais le pire, jamais sûr. Et non seulement il n'est pas sûr, mais j'étais frappé de voir que j'étais à Harvard en 2015 et 2016, j'ai été frappé par la capacité américaine d'avoir pris conscience, plutôt que nous, Européens, en tout cas Français, sur la capacité technologique à apporter seuls les solutions. Et j'ai été frappé de voir du contraste qu'il y avait entre, en France, la relative abandon de l'examen du corps comme le corps comme matériau, comme un potier qui sait qu'une main, depuis plusieurs siècles, savait ce qu'était un foie anormal, auscultait, pouvait très bien repérer une pleurésie, une pneumonie à l'oreille, écouter un cœur et faire 40 diagnostics à la simple auscultation, qui fait qu'on devient simplement, son oreille est exercée, et c'est absolument abandonné à un étudiant en médecine. Un stéthoscope est un artifice de décoration, ce n'est plus un examen, c'est un instrument qui a perdu sa finalité. C'est qu'au cinéma qu'on les voit encore. Oui, mais ça c'est parce que, au fond, l'étudiant en médecine va mettre un stéthoscope pour affirmer qu'il est médecin. Mais le médecin chef de service va abandonner son stéthoscope, sauf devant la télévision, pour montrer qu'il est médecin. Mais c'est un tatouage, ce n'est plus un instrument. Et donc, la différence, c'est que les Américains, ayant une technologie encore plus disponible que nous, tellement disponible qu'elle est dans la chambre du malade, où le scanner, l'IRM, la biologie, elle est à côté du lit, elle est disponible sans que, au fond, on ait à faire l'effort d'aller ailleurs, dans un laboratoire, dans une salle de réunion. Et ce qui fait que le corps du malade devient l'expertise de ce que dit la technologie et l'expertise de ce que le corps du malade dit. Donc, au fond, les Américains ont fini par comprendre, par exemple, dans l'hôpital le plus prestigieux au monde, le Massachusetts General Hospital, que le corps du malade devait redevenir le réel. Et donc, je pense qu'il va y avoir une évolution dans quelques années, peut-être d'ailleurs grâce aux smartphones qui feront l'échographie directement à la place du stéthoscope, un retour au réel du corps. Le problème, ce n'est pas de se priver de la technologie, ce serait absurde, mais de faire la technologie seconde, c'est-à-dire une technologie qui est au service, et non pas la médecine au service de la technologie, telle que je le vois, telle que actuellement, je pense qu'elle est encore une sorte de proposition dont je prendrai le meilleur exemple, c'est les robots chirurgicaux. Combien d'hôpitaux veulent avoir dans leur carte de visite ici, nous opérons par robot. Alors, les malades sont quelquefois fascinés, quelquefois révulsés, mais souvent fascinés. Ils se disent, un robot, bon, il ne se trompera pas, il ne fera pas d'erreur. Et les chirurgiens me disaient quelquefois qu'ils ont été obligés de faire un stage pour apprendre le robot, mais ils trouvent que c'est un peu lent, un peu inutile, et qu'eux iraient beaucoup plus vite pour la plupart des interventions. Et les directions de l'hôpital disent, on a acheté un robot 3 millions d'euros, il faut que vous l'utilisiez. C'est-à-dire que c'est le robot qui a décidé désormais qu'il se mettrait à la place, qui serait
le chirurgien. Le problème, c'est pas de dire le robot, être contre le robot, mais c'est que le robot doit être à sa place. Or, si un robot est utilisé dans 15% des cas, eh bien, l'investissement sera tellement coûteux que personne ne voudra le robot. Donc, il faut que les directions d'hôpital disent que le robot doit être là dans 80% des cas. Donc, c'est à la limite la technologie qui dicte sa conduite plutôt que l'utilisation de la technologie par le chirurgien ou par le médecin. Alors, on entend dans ce que vous dites que la médecine d'après-demain, ce sera fait de choix non seulement technologiques, mais politiques, éthiques et humains. Mais du coup, c'est un peu paradoxal parce que vous nous prenez comme exemple les États-Unis. De France, on a quand même l'impression que le système de santé américain, on n'aimerait pas que ce soit l'avenir du système de santé français. Là, je ne parle pas du système de santé américain, je parle de cet hôpital. D'accord. Et peut-être qui est lié à un facteur qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans cet hôpital, il n'y a quasiment pas ou plus de médecins américains. Il y a des médecins indiens, chinois, japonais, argentins, français, allemands. Et donc, chaque pays a apporté sa culture de base et s'est saisi d'une technologie tellement sophistiquée qu'ils ont en même temps fasciné, mais ils ont gardé une sorte de relation au corps éternelle qui fait qu'ils sont beaucoup moins dépendants parce qu'elle est tellement aisée à utiliser qu'elle est remise à sa place. Et j'ai l'impression encore qu'en France, on est encore dans la période de fascination. On est encore dans la période de révérence. Et non pas d'être contre la technologie, c'est absurde. Moi, je suis absolument usagé de la technologie, mais au fond, de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est deux choses. C'est écouter un malade, écouter et ne pas le transférer d'emblée sur une image ou sur des chiffres, et l'examiner, c'est-à-dire être au contact du réel où chaque personne humaine a sa différence et savoir que la technologie, elle est là pour amplifier cette relation et non pas pour la remplacer. Alors, je ne suis pas certain que les fondateurs de Google vont écouter cet échange, même s'il sera retransmis sur le site de Mediapart et celui du Festival d'Avignon. Mais vous savez qu'ils sont en train de mettre des dizaines de millions d'euros pour inventer, notamment à la Singularity University, la médecine de demain, en se fondant totalement sur une vision, alors peut-être pas post-humaniste, mais transhumaniste. Tout ça, ça vous semble être une impasse? Le problème, c'est que je regarde ça. En fait, il faut que je sois très humble parce que je n'arrive pas à y croire. Mais peut-être que je me trompe totalement. Mais j'ai l'impression qu'un corps humain est une inquiétude, une angoisse, n'a pas perdu sa permanence. Et que la proposition technologique comme seule irruption du futur dans cette relation me paraît faire l'impasse totale sur ce qu'est une existence humaine. Quand on est malade, on a envie de savoir tout de suite par un scanner, on a mal au genou, on a envie d'avoir une IRM pour savoir. Et on s'aperçoit qu'il y a une certaine vanité. D'abord, les examens sont très souvent normaux, et si par hasard ils ne sont pas tout à fait normaux, on a une nouvelle inquiétude de quelque chose qui, sur une image, est anormal, mais qui n'a pas de caractère pathologique. Donc il y a tout un transfert de l'existence sur des paramètres technologiques qui finissent par transformer l'être humain en une sorte d'inquiétude permanente. J'ai mal à la tête, je veux avoir un scanner. Le scanner montre une petite tache noire à gauche. On ne le vit plus parce que cette petite tache qui n'a aucune signification, qui est là depuis 40 ans ou 50 ans, a fini par envahir son imaginaire. Et que je pense que le futur, c'est dans ce tressage permanent entre une écoute, entre une spécificité, pouvoir dire, écoutez, votre genou, remuscler votre quadriceps, c'est pas la peine de faire une IRM parce que vous allez perdre votre temps et on va découvrir qu'il y a, je sais pas moi, un tendon un petit peu anormal. Vous n'allez plus pouvoir marcher de peur que votre tendon éclate. Et donc c'est cette relation
au corps, de retrouver confiance dans son corps. Le corps n'est pas sans arrêt une sorte de compteur de voiture dont on expertise sans arrêt le fonctionnement. Je trouve qu'il y a une délégation aux paramètres biologiques, génétiques, absolument excessive par rapport à la propre perception, comme si, et c'est là où s'engouffrent les médecines traditionnelles qui redonnent confiance au corps en lui montrant que la médecine ayurvédique, certaines actions ostéopathiques reconstituent l'unité du corps qui a tendance à être éclatée par l'image, par des chiffres, dans des sortes de... Au fond, le corps, par essence, est un rassemblement, une unité. Et avoir des expertises permanentes de son fonctionnement avec ses connexions personnelles me paraît être aux antipodes de pouvoir garder la santé. C'est important ce que vous dites parce que ça introduit un champ où on peut se demander quand on réfléchit à comment on se soignera demain. C'est vrai qu'aujourd'hui déjà, si on a un problème, on dispose, on peut aller voir évidemment un médecin généraliste, mais on peut aller voir un fasciathérapeute, on a pas un ergonome, un ergothérapeute. Un ergothérapeute. Du coup, on peut finir par se demander, est-ce que une médecine de plus en plus individualisée la médecine du futur sera faite encore par des médecins? Parce que là, vous dites, avec le smartphone, on pourrait faire ça. Moi, je vais rentrer dans mon intimité. Je me suis cassé le gros orteil. Mais je ne l'ai pas su tout de suite. Parce que, j'aurais eu mon smartphone qui aurait pu me montrer ça. Peut-être que je n'aurais pas remarché dessus et que je me serais réparé plus vite. Donc, est-ce que demain, la médecine sera encore faite par le cabinet, l'idée que on va d'abord chez le médecin, après on va chez le radiologue, après on reva chez son médecin, ou est-ce que finalement la manière de soigner aura complètement éclaté et ce sera individualisé? Pas facile de répondre en une seconde, mais... Vous avez plus qu'une seconde. Non, mais j'ai le sentiment que de vouloir apporter la preuve négative ou positive de chaque symptôme renvoie à une nouvelle inquiétude de l'examen positif ou négatif. S'il est négatif, mais je ne comprends pas pourquoi la radio est négative, parce que j'ai mal à la tête, j'ai des migraines, je ne supporte pas, je ne sais pas quoi. Et si c'est positif, j'ai une explication aux symptômes. Et donc, il y a ce que je peux craindre, c'est que le sentiment personnel de fonctionnement de son corps soit totalement délégué à une expertise extérieure à celle du médecin. Et malheureusement, les médecins n'étant plus formés à cet examen du corps finissent par inquiétude de se dire quelqu'un a mal au genou, donc je vais faire une IRM. Et la France se singularise en Europe par le plus grand nombre d'IRM du genou que l'on n'a jamais imaginé. Or, tout IRM du genou après 60 ans est anormal. Et donc, on sait que, par exemple, on dit « Ah, j'ai des vertiges ». Ah, ben, il faut faire une radio du rachis cervical. À 40 ans, 90% des rachis cervicaux sont anormaux avec des arthroses. Ah, ben voilà, j'ai l'explication. Et on ne bouge plus son cou parce qu'on dit « Je ne veux pas déranger mon arthrose ». Et donc, en fait, un corps, ça vieillit et que l'image, elle est un document, mais elle n'explique pas toujours le fonctionnement du corps. Exactement comme certains s'inquiètent parce qu'on a découvert, je ne sais pas, un examen biologique, une petite anomalie quelque part, et à ce moment-là, on va vouloir expliquer, mais qu'est-ce que c'est que cette anomalie? Et les médecins disent, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est pas vous qui êtes malade. Il faut peut-être que j'aille voir un spécialiste. Et le spécialiste va dire, mais ce serait intéressant de faire tel ou tel examen, et on n'en finit plus. Et au fond, on s'aperçoit que probablement le docteur Knock reviendrait ici et il pourrait expliquer que chaque personne actuellement apparemment en bonne santé est un malade qui s'ignore et par conséquent, au fond, la médecine n'est plus simplement là pour soigner, elle est là pour prévenir à l'avance, pour chercher dans le sang des cellules tumorales avant le cancer. Il y a une sorte de quête du futur et on est
Et la France est quand même un pays assez particulier en Europe, car on est le pays qui a cette étonnante attitude d'avoir le plus grand nombre de dépistages avant la naissance, pendant la naissance, après la naissance, durant toute la vie, le dépistage, cancer du sein, cancer du côlon, très bien. Mais on n'a aucune attitude de prévention, mais on dépiste. Et donc on demande à la médecine de vous protéger du futur. Alors qu'en fait, la vraie protection du futur, c'est la façon d'avoir un rapport à son corps qui n'est pas un rapport de dévastation, qui n'est pas un rapport nutritionnel désordonné, de tabac, prendre de la cocaïne toutes les 5 minutes, au fond, et puis de chercher, à demander à la médecine, au moment où les choses ne vont pas bien, un sauvetage. Et je pense que et là, il y a un déficit, je pense, culturel français étonnant de mépris de la prévention. Le problème de la prévention, c'est qu'il n'y a pas d'économie qui puisse en tirer des bénéfices à court terme. Alors que le dépistage, c'est merveilleux. Vous avez 65 millions de personnes qui, toute leur vie, vont se faire dépister. Et donc, c'est un marché captif. Quel est le marché le plus captif qui soit que le dépistage? Et donc, même si vous dépistez 100 personnes, 200 personnes par an, vous avez 30 millions de personnes dépistées, ça coûte des milliards. Le problème, c'est de ne pas être contre le dépistage. Le dépistage du cancer du côlon, ça sauve la vie. Le dépistage du cancer du sein, certains, pas forcément toujours, mais ça peut sauver des vies aussi. Donc il y a une sorte de transfert, là encore, sur la médecine du bien-être du futur. Et je trouve qu'il y a peut-être quelquefois un discernement un peu absent, parce que celui qui tient les manettes, eh bien, c'est le marché. Sur cette question du dépistage du marché, on peut même monter en généralité, au sens où, en médecine, d'ailleurs comme dans bien d'autres domaines, on pense, on espère, parfois on craint que le futur ne soit révolutionné par le big data. Qu'est-ce que vous en pensez pour la médecine, vous qui avez présidé le comité d'experts des données de santé, où là aussi, on est en France dans une situation assez paradoxale? Oui, je pense que la France est le pays des paradoxes. On a une assurance maladie, la seule assurance maladie au monde, absolument verticale, qui fait que chacun d'entre vous, moi-même, on appartient à la même assurance maladie. Si en descendant de cette estrade, je me casse la figure, l'assurance maladie le saura demain, parce que on m'aura mis un plâtre. Et donc, on est le seul pays au monde à avoir les données de santé de 65 millions de Français quotidiennement qui arrivent avec ou Internet ou par les feuilles marron de l'assurance maladie. On est le seul pays au monde qui n'en fait rien. Ça coûte très cher, ça coûte à peu près 2 à 3 milliards d'euros de les conserver, de les mettre en banque. Et j'étais frappé de voir dans mes discussions avec les étrangers, les Allemands, les Espagnols, les Américains, qui disent « mais vos données de santé, c'est de l'or ». Parce qu'aucun pays au monde, les États-Unis, chaque État a son système. Et donc, si vous nous donniez des données de santé illustrant, je ne sais pas, par exemple, que telle prothèse de hanche dure 10 ans, l'autre 15 ans, l'autre 8 ans, sur 500 000 personnes, 300 000 personnes, que tel anticancéreux a tel effet secondaire qui rend le bénéfice un peu discutable, que tel médicament s'accompagne, on l'a vu pour la dépakine il y a quelques mois, de malformations chez les enfants de 20-30%, on devrait pouvoir être la lanterne du monde. Et avec des données anonymes, on se fiche complètement de savoir si c'est M. Confavreux ou M. Sicard. On a des données à l'échelle de 100 000 personnes, 200 000 personnes, savoir si tel médicament est bien supporté. Et je suis ahuri de voir par exemple que pour l'affaire du Mediator, en parlant avec Irène Frachon, que je connais bien à plusieurs reprises, on a eu toutes les peines du monde, après même le déclenchement du scandale, à obtenir que l'assurance maladie donne des informations sur le fait que le Mediator était consommé essentiellement dans cette France du Sud-Est, entre le mois de mars et le mois de juin,
par des femmes un peu enrobées et qui voulaient maigrir avant l'été. Que dans le nord, où il y avait du diabète, pas de Mediator. Dans le sud-est, peu de diabète, mais beaucoup de, pas d'obésité, mais d'enrobement, beaucoup de Mediator. Et si cette information avait été donnée, les médecins se seraient repris en disant pourquoi effectivement ce médicament est utilisé à des fins totalement opposées à ce qui est marqué sur les boîtes. Et je trouve que ce soit la Dépakine, que ce soit le Mediator, bon, l'amiante, c'était malheureusement avant, mais actuellement, on parle des perturbateurs endocriniens, qui est une pathologie très confuse, mais qui a eu un drame, dont vous vous souvenez peut-être, la Distilbène. Le Distilbène, qui est un perturbateur endocrinien, qui a été donné aux femmes dans les années 70, parce que lorsque la grossesse commençait à donner des signes de mal aller, on donnait aux femmes des Distilbène pour maintenir la grossesse. On savait que ça ne servait à rien. Les Américains avaient interrompu 7 ans avant le médicament, on a continué à le donner. Et par conséquent, les femmes qui ont eu ce médicament ont fait des complications de cancer, cancer du vagin, cancer de l'utérus, etc. Et le drame des perturbateurs endocriniens, car c'est un perturbateur endocrinien, c'est qu'il se transmet comme la génétique d'enfant à petit-enfant et à arrière-petits-enfants. Donc les femmes qui ont pris du Distilbène pour leur grossesse dans les années 65-70, leurs arrière-petits-enfants font des cancers à 12 ans ou 14 ans. Donc le perturbateur endocrinien est quelque chose qui est un danger dont il ne faut pas non plus surestimer l'importance, mais qui a ce caractère très particulier, c'est quand on est atteint, on risque de le transmettre à ses petits-enfants. Donc je pense que moi, j'étais frappé de la timidité européenne il y a quelques jours, parce que je pense que c'est un sujet extrêmement important qu'on ne peut pas évacuer avec des désinvoltures en disant les lobbies, les pesticides, car tout cet environnement, sans être affolé par cet environnement, parce que nous sommes entourés de perturbateurs endocriniens, vraiment entre les pesticides, probablement les revêtements, les peintures. Alors on commence à dire qu'il ne faut pas que les enfants soient dans une chambre qui a été repeinte récemment, il ne faut pas que l'enfant... On a supprimé vous savez, les produits qui donnaient une odeur particulière aux voitures. Quand on achetait une voiture, on avait le parfum d'une voiture. On s'aperçoit que tous ces produits sont assez dangereux. Mais je pense que c'est un sujet tellement important pour le futur qu'il devrait être abordé. Et on voit qu'on rentre avec une certaine timidité dans la région. Au fond, la France est le pays d'Europe qui a quand même accumulé le plus de crises sanitaires. On n'a pas d'équivalent en Europe. Oui, c'est ça. Non seulement c'est pas la lanterne, mais c'est la lanterne rouge en matière de scandale. Donc, alors qu'on devrait être non seulement le pays qui en a le moins, mais on devrait être le pays qui devrait éclairer. Et donc, moi, je suis frappé de voir sur les big data ce procès fait aux big data qui est de dire, mais oui, mais si mes données de santé sont données à l'assurance maladie, elles le sont, et on va savoir que j'ai le sida, on va apprendre que j'ai un handicap cognitif, que j'ai un Alzheimer, et par conséquent, je n'ai pas envie que les gens le sachent. Mais c'est tellement anonyme, il y a tellement de verrouillage que pour y arriver, on peut toujours arriver à déverrouiller, mais c'est un tel effort individuel que probablement ça ne se passera pas, et que l'angoisse des données de santé anonymisées dans leur analyse me paraît être, là encore, dans le paradoxe, c'est-à-dire à l'opposé de ce qu'elle pourrait proposer justement comme amélioration, comme danger d'un médicament, comme comparaison entre deux médicaments, comme éventuellement comparaison entre deux prothèses, prothèse du genou. Elle devrait pouvoir être un élément scientifique. Alors, depuis un an, il y a un petit changement. Mais juste pour comprendre, Didier Sicard, il se situe où le point de blocage par rapport à ça? C'est du côté des médecins qui ne veulent pas lâcher leurs données, du côté des patients qui craignent un dévoilement, du côté du politique qui est incapable de déverrouiller ou qui ne veut pas déverrouiller. Enfin, parce que le blocage, là, à vous écouter, ce n'est pas un paradoxe, c'est une absurdité. Le blocage, il est partout. C'est ça qui est intéressant. Le blocage, il est d'abord chez les médecins. Les médecins n'ont pas envie que leur activité soit éventuellement expertisée par ces données, qu'on puisse dire que tel médecin utilise tel médicament, son activité puisse être évaluée.
obstacle de la part des citoyens qui se disent « Moi, je n'ai pas envie que mes données de santé soient utilisées à des fins d'information parce qu'on va savoir quelle est. » Obstacle à l'association de consommateurs qui disent « Moi, je ne veux pas qu'on sache. » Obstacle du côté des maladies rares où chaque association revendique un nombre de maladies rares plus important que l'autre et n'ont pas envie qu'on dise « Mais non, vous n'en avez pas beaucoup. » Et donc, une culture du secret. Obstacle du côté du politique qui se dirait le réel que nous apportent les données de santé nous oblige à faire que dans tel département où il y a beaucoup d'alcoolisme, beaucoup de diabète, beaucoup de cancer du poumon, il faut investir dans une prévention. Et à ce moment-là, ça réduirait la marge de manœuvre d'une assurance maladie et d'un ministère de la Santé qui, de son côté régalien, jacobin, peut dire je fais un programme, un plan Alzheimer, un plan autisme qui sera généralisable, alors qu'on pourrait très très bien adapter à chaque région, à chaque hôpital, lui donner des moyens d'identifier telle ou telle pathologie. Et donc, je ne vous raconterai pas, mais le dialogue que j'ai eu avec l'ancienne ministre Marisol Touraine me désespérait parce que je n'arrivais pas à la convaincre et qu'elle m'a dit cette phrase un jour, avec des gens comme vous, authentiques, on va savoir quelle est la maladie de Johnny Hallyday. Alors je lui ai dit, si je veux savoir quelle est la maladie de Johnny Hallyday, je vais acheter Gala, je vais acheter Paris Match. C'est pas avec les données de santé que je vais savoir. Et donc il y a une sorte de peur que les données de santé soient utilisables à des fins perverses, alors qu'en fait, c'est à des fins bénéfiques et qu'on peut très bien imaginer une police qui soit redoutable et que si une assurance ou quelqu'un transgresse, eh bien, c'est des sanctions extrêmement lourdes qui pourraient s'abattre. Alors apparemment, votre rencontre avec Marisol Touraine n'a pas été complètement satisfaisante, mais je ne vais pas dévoiler un grand secret en disant qu'en préparant cet échange, vous m'avez dit que vous aviez rencontré Emmanuel Macron, alors candidat, désormais président, pour discuter, alors non pas de l'après-demain de la médecine, mais quand même des chantiers à bâtir pour construire une médecine plus humaine, moins prise dans les raies de l'économie. Bon, on peut dire que vous avez un peu séduit Emmanuel Macron quand même. Hein. En tout cas, je peux vous dire que lui m'a bluffé. Ah, bluffé carrément. Ah, complètement. Bon, j'entendais Eric Orsena qui disait qu'il séduirait même une chaise. Donc bon, mais je mets loin de moi la comparaison. Mais quel chantier vous lui aviez mis devant les yeux? Le premier chantier, je ne sais pas tout, j'avais 1h15 avec lui seul. Il n'était pas président encore, il était candidat. Et je lui ai dit, si ma mémoire est bonne, 4 choses. Je lui ai dit d'abord, la médecine est devenue un élément économique majeur d'un pays. Et que si on ne prend pas conscience que l'économie a besoin sans cesse d'un retour sur investissement rapide, on risque de faire perdre à la médecine une part non seulement de son âme, de son efficacité, parce qu'il y a des tas d'examens, de pathologies qui peuvent justifier des dépenses dont l'utilité est réduite. La deuxième chose, c'est que je lui ai dit que la France se singularisait par le fait que les déterminants sociaux de la maladie intéressaient peu. Au fond, qu'un malade ait une pneumonie, qu'il soit directeur général ou qu'il soit un pauvre R sans domicile fixe, on soignait très bien la pneumonie. Mais on était indifférent aux conditions par lesquelles la maladie était apparue. Et qu'il y a une sorte d'abandon de l'amont. Et que cet abandon de l'amont faisait que la prévention était laissée à des bonnes volontés, mais qu'il n'y avait pas de véritable politique. Par exemple, faire une campagne anti-tabac, c'est essentiellement vers les jeunes, et en particulier les femmes. Parce que les jeunes filles à 17 ans, 18 ans fument
plus que n'importe quelle jeune fille en Europe. Et donc, ce n'est pas en disant qu'il ne faut pas arrêter de fumer à 50 ans, ça ne sert plus à rien d'arrêter de fumer. C'est à 17 ans qu'il faut effectivement faire une politique de prévention intelligente, sans diaboliser le tabac, mais faire que travailler avec les associations de jeunes pour véritablement les aider. La troisième chose, c'est que je lui ai dit que l'enseignement de la médecine était entièrement à revoir. Parce que d'un côté, les médecins étaient enseignés comme je l'ai été, traditionnellement, depuis les années 50, alors qu'en fait, il faudrait les enseigner dans l'e-médecine, la médecine nouvelle, comme l'usage que les médecins travaillent sur Internet avec les malades, c'est-à-dire qu'il y ait non pas une concurrence Internet-médecin, mais que la médecine s'habitue à ce qu'un malade soit internitisé et par conséquent l'aide à trouver son chemin, lui disent « oui, vous avez vu sur Internet telle chose, mais pour vous, je pense que ça ne sert à rien d'arrêter ou de faire des examens. » La quatrième chose, je lui ai dit que la réflexion éthique, elle n'était pas là pour interdire ou permettre. Elle était là pour soulever des questions sous-jacentes, des questions que personne ne se pose. Et elle n'était pas là pour dire au gouvernement « il faut légiférer sur la fin de vie, sur la PMA, etc. » Le comité d'éthique a pour fonction, librement, parce que sa légitimité est de 40 personnes, il n'a pas plus de légitimité que cela, de soulever des questions dérangeantes, nouvelles, et pas forcément des questions qui vont aider le politique, qui vont quelquefois l'embarrasser. Voilà à peu près si ma mémoire est bonne. Mais je peux dire qu'il prenait des notes, et j'ai trouvé un homme d'une écoute et d'une intelligence simple, sans posture, sans... un homme tel que nous sommes tous, c'est-à-dire non pas normal au sens de l'ancien président, mais normal au sens pas politicien. Un homme qui m'a semblé être, au fond, attiré par le futur, par l'avenir, par le fait que le monde est à construire et non pas un monde d'enfermement. Et moi, j'ai eu le sentiment d'avoir devant moi quelqu'un qui était un vrai responsable. Je ne le connaissais pas, je n'avais rien à lui donner, il n'avait rien à me donner, et je dois dire que j'ai été enthousiaste. Peut-être que le futur sera peut-être plus décevant, mais en tout cas, je peux vous dire que j'ai eu un choc. On verra si les chantiers que vous avez proposés vont être mis en place ou si vous avez été juste contaminé par la macromania, qui est la maladie de notre printemps 2017. Un point sur lequel j'aimerais que vous reveniez, qui me semble important parce qu'il se trouve que hier, avec l'universitaire et écrivain sénégalais Felwine Sarr, on abordait un peu cette idée semblable que l'après-demain se construit aujourd'hui dans les universités telles qu'elles sont. Et lui, pour l'Afrique, il disait c'est aujourd'hui un des problèmes pour penser à un autre futur pour l'Afrique que celui soit de la dévastation, soit de l'afro-optimisme, c'est que les universités ne fonctionnent pas, fonctionnent sur des vieux modèles. Vous dites aussi que l'enseignement de la médecine doit être complètement révolutionné. En quoi ? Il doit être révolutionné parce que c'est un lieu commun, elle a tellement changé qu'il faut que les médecins, d'un côté, s'adaptent aux nouvelles technologies et en même temps prennent conscience que ce métier a dépassé les frontières de la simple fait de réparer les vivants comme de Kerangal, mais elle a une fonction de conseil, de discernement, d'économie au sens réduction, parce que réduction des coûts, dans les années 60,
quelqu'un tousse, on prenait un stéthoscope, on l'écoutait, on donnait l'antibiotique et c'était fini. Quelqu'un tousse, une radio, souvent un scanner. Mal au genou, même plus de radio, IRM. Un examen du genou savait parfaitement identifier ce qui était grave ou pas grave. C'est-à-dire que le médecin retrouve, au fond, ce qu'était ce côté artisanal. Ce qui est passionnant dans la médecine, c'est cette relation entre le réel du corps et l'irruption technologique qui fait que cette balance est actuellement en voie de déséquilibre et peut-être les universités devraient être celles qui rééquilibrent et qui retrouvent cette gourmandise du vivant, de l'homme, au fond au sens le plus traditionnel du terme. Un corps du XXIe siècle n'est pas différent du XVIIIe. Et il a une éternité, il a la richesse de ce qui a été accumulé dans la connaissance du corps depuis des siècles est en train de se perdre complètement. La main devient une prothèse inutile. Or, moi j'ai appris une chose qui m'a apparu fondamentale. C'est que c'est la main qui fait le cerveau et pas le cerveau qui fait la main. Bien sûr, un grand pianiste, ce sont ses mains qui vont lui faire un cerveau de pianiste. Le sculpteur, sa main qui va faire un cerveau de sculpteur. Il est vrai que sans cerveau, la main va devenir inutile, mais c'est cette relation entre la main et le cerveau qui est fondamentale. Or, j'ai le sentiment que et l'humanité, avec nos appareils, et la médecine abandonne ce qu'est la main, l'oreille, l'œil, et qui permettent, au fond, au cerveau du soignant de garder tout son discernement, son expérience. L'expérience, elle dépend du corps, elle dépend de la main. La technologie ne crée pas de mémoire. Elle ne crée pas de mémoire. Elle crée des images, elle donne des chiffres. Mais la mémoire d'un corps, la mémoire, quand on aura examiné pendant 50 ans un foie, un genou, une épaule, une gorge, un examen neurologique, au bout de 50 ans, ce n'est pas l'intuition, mais il y a une expérience inscrite dans le corps qui est en train de se perdre. Et je crois que c'est quelque chose qui est malheureusement plus enseigné dans l'université. Et que là, j'ai heureusement retrouvé des collaboratrices de soins palliatifs que j'avais introduits à Cochin il y a 20 ans ou 25 ans. Eh bien, les soins palliatifs finissent par être la seule discipline qui a encore cette capacité d'approche du corps. Non pas que la technologie soit inutile, mais c'est comme s'il fallait avoir à mourir pour qu'on prenne conscience que la main d'un médecin, un œil d'un médecin, l'écoute d'un médecin sont probablement les meilleurs accompagnements de la fin de vie. Et je trouve que c'est un peu triste que ce soit seulement à ce moment-là. Non pas que j'ai l'impression d'être un vieux bonhomme qui radote de nostalgie. Le problème, c'est que j'ai l'impression que chaque être humain reste un être humain. Et nous ne sommes pas simplement transformés en smartphone ambulant. Ce que je crains, c'est que notre smartphone soit plus humain que notre corps. Alors ça pourrait quasiment être la conclusion, mais j'ai encore une ou deux questions à vous poser avant d'ouvrir le cercle de la discussion. Vous dites qu'un corps du XXIe siècle est semblable à un corps du XVIIIe siècle, avec quand même une différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de corps vieillissants, vieux. Il y a peu de domaines où on peut se projeter après-demain sans dire n'importe quoi, mais il y en a un, c'est la démographie. Et on sait qu'on est face à une population, en tout cas en Occident, vieillissante. Est-ce que la médecine du futur est préparée à ça? Et est-ce que ce sera ça la médecine du futur, prendre en charge le vieillissement des populations? La médecine, elle rentre à reculons. Parce que la médecine du futur, c'est quoi? C'est la médecine... L'hôpital, ce sera un hôpital de vieux. Puisque actuellement, l'hôpital sera de plus en plus court, hôpital ambulatoire, on se fera opérer de la vésicule, de la hanche. On se fracture la hanche à 10 h du matin, on est opéré à midi, et à 5 h, on sort et on marche le lendemain. Mais ça marche. Très bien. Donc il y a une sorte
d'efficacité. Donc, mais l'hôpital traditionnel avec les lits, ça sera des personnes vieillissantes ou vieux. Ça sera des maladies chroniques. Or, la médecine n'aime pas tellement s'occuper des vieux. Elle n'aime pas tellement s'occuper des maladies chroniques parce qu'elle se dit, mais mon investissement technologique, mes médicaments, je ne vais pas pouvoir retirer abstraitement d'investissement. Donc, elle rentre à reculons dans le futur, alors que le futur, c'est les maladies chroniques, c'est le diabète traité de façon beaucoup plus accompagnante, pas simplement avec les glycémies connectées, mais avec l'intelligence du corps diabétique. C'est l'Alzheimer. L'Alzheimer est une maladie qui angoisse chaque être humain, même si j'ai l'impression qu'elle est en train de, la bonne nouvelle, de baisser en incidence, sinon en prévalence. La médecine, elle est terrorisée par l'Alzheimer, parce qu'il n'y a aucune thérapie. Et quand il y a des thérapies inutiles, on les maintient pour ne pas faire de peine. Et là encore, on a maintenu des médicaments anti-Alzheimer qui servent à rien, qui coûtent très cher pour ne pas faire de peine aux familles. Alors que l'Alzheimer, il y a toute une intelligence de la relation à l'Alzheimer qui a gardé beaucoup de connaissances, mais la mémoire absente a fini par rendre l'être humain totalement incapable d'avoir une relation sociale, alors qu'on s'aperçoit que les odeurs, la musique continuent d'irriguer le cerveau des Alzheimer, et par conséquent, la relation avec l'Alzheimer, c'est d'être, non pas de diaboliser l'Alzheimer, mais d'avoir une attitude empathique qui retarde. Parce que les Alzheimer sont au début de leur maladie très angoissés. Il n'y a rien de pire que de perdre la mémoire et d'être confronté, mais tu te fous de nous. Et donc cette espèce d'angoisse d'être rejeté par la société au début crée une aggravation de l'Alzheimer. Pas parler de l'Alzheimer, mais je pense que le futur, ça va être les hôpitaux de personnes âgées, les maladies chroniques, et puis alors une médecine ambulatoire de plus en plus aiguë, de plus en plus coûteuse. On l'a vu pour l'hépatite C, 42 000 € par malade. Mais comme il n'y a pas de prévention, et je terminerai là-dessus, je suis pas du tout contre que l'on traite les 240 000 personnes qui ont l'hépatite C. Ça me paraît évident, il y a un traitement, on les guérit. Mais comme il n'y a pas de prévention, les toxicomanes qui ont été guéris se recontaminent 6 mois après. 42 000 € qui ont été fichus à la poubelle. Et donc, comme, au fond, la France n'est pas un pays qui investit dans la prévention, dans la médecine qui ne travaille pas sur les personnes en situation d'addiction qui ont besoin non pas de la police, mais qui ont besoin d'aide, qui ont besoin qu'on parle avec elles, qui ont besoin qu'on les soutienne. Et il y a une sorte de vision un petit peu manichéenne. Oh, les mauvais malades, les diaboliques, les alcooliques, les fumeurs, laissons-les à leur destin tragique. Alors qu'en fait, une vraie société prend en charge directement ces pathologies, car ce sont les pathologies d'addiction, même l'addiction au smartphone, qui est une pathologie, et de travailler avec, sans les diaboliser, Mais je trouve qu'il y a tout un effort à faire, et qui n'est pas encore dans notre culture. Et j'ai l'impression que s'il y avait une prise de conscience que la médecine, elle est merveilleuse pour un certain nombre d'aspects, mais qu'elle n'a pas le pouvoir totalitaire de notre destin, je pense qu'on aurait déjà fait beaucoup de choses, beaucoup de chemin. Ah, mon smartphone me dit qu'il est midi et que c'est une bonne conclusion. Donc je vous propose qu'on ouvre le cercle de la discussion. Il y a des jeunes gens en t-shirt rouge qui vont passer avec vous, avec des micros parmi vous. Il y a madame au premier rang, monsieur et madame au premier rang, et puis derrière. Merci. J'appuie. Oui, merci d'abord, monsieur Sicard, pour la clarté et l'humanité de vos propos. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit en préambule, sur les liens entre l'économique et la santé.
Hein, ce sont des liens qui vont jusqu'à ce que des professionnels de santé soient sous l'emprise directe, sous la coupe d'entreprises, de groupes économiques de pression. On l'a vu, on l'a lu il n'y a pas longtemps avec le professeur Aubier, un pneumologue réputé, reconnu, qui intervenait à Bichat, qui parallèlement à ça était rémunéré par Total. Il en est venu donc à comment dirais-je, avoir des faux témoignages. Il a été condamné dans la commission parlementaire du Sénat, donc faux témoignages, condamné pour ça. Bon, la justice s'est prononcée. Moi, c'est la réaction du Conseil régional de l'ordre d'Île-de-France qui m'a choqué. Hein, il a été condamné à un avertissement. Pire que ça, il aurait pu avoir un blâme. C'est terrible, ça. Alors, ma question, double question d'abord. La première, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous comprenez qu'un citoyen soit choqué, troublé et choqué de voir que le Conseil de l'ordre, finalement, traite ça comme quelque chose de banal? Et ma deuxième question, au nom de l'éthique, puisque vous êtes l'ancien président du comité national consultatif d'éthique, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait temps de mettre fin à de tels conflits d'intérêts? Alors, votre question est absolument essentielle, c'est extrêmement choquant. Et là encore, la France n'a pas fait sa mutation dans les conflits d'intérêts. Tout à l'heure, on parlait des États-Unis qui ont tous les défauts du monde. Mais ce genre de choses ne pourrait pas exister. Aux États-Unis, quand quelqu'un a fait une conférence, et si par hasard il a reçu une subvention d'un laboratoire, il est brisé dans sa carrière, fût-il un prix Nobel. Et donc, quand il y a un congrès médical, les laboratoires n'ont pas le droit d'accéder à l'endroit de la conférence. En France, toute réunion d'une société savante, avant d'arriver à la salle de conférence, vous passez devant le marché des laboratoires. Donc, vous faites votre marché avant d'arriver à la salle de conférence. Et il y a quelque chose qui est très spécifique, c'est que la formation permanente des médecins est assurée à 95% par les laboratoires. Là encore, c'est une spécificité en Europe. Il est impensable qu'en Allemagne, qu'en Italie, qu'en Angleterre, il y a une formation permanente par les laboratoires, mais il y a une formation universitaire. Et je me souviens que quand j'ai été le vice-président de l'université Paris-Descartes, il y a 20 ans, j'ai voulu rapatrier la formation permanente des médecins à l'université. Mais on m'a refusé totalement ce rapatriement en disant qu'on n'a pas d'argent. Et qu'effectivement, l'État fait une économie fabuleuse en ne formant pas à l'université. Et il commence à y avoir depuis 1 an à l'université un timide enseignement sur les conflits d'intérêts. Mais vous avez parfaitement raison, c'est insupportable. Et que le problème, ce n'est pas d'avoir une politique prudente, c'est d'avoir une politique d'une rigueur absolue. Parce que si un médecin prescrit en fonction des intérêts du laboratoire, il oublie la finalité même de son métier. C'est comme, je ne sais pas, dans toute activité humaine, un emprisonnement économique et un intérêt fait perdre totalement ça. Je crois que c'est un sujet qui commence à apparaître en France. Je me souviens, j'ai fait 2 conférences, une à Marseille et une à Nice cette année sur le sujet. On sent que ça commence à être une préoccupation. Mais vraiment, timide, et l'Ordre des médecins en est un des exemples de cette timidité. Madame. Oui, bonjour. Je voudrais vous dire que je suis bien sûr entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et je voudrais souligner simplement une des conséquences collatérales, on pourrait dire ça comme ça, de cet accord entre les finances et la médecine, et qui est un peu un impensé actuellement chez les médecins, médecins libéraux et médecins hospitaliers. C'est le problème de la santé physique et mentale des demandeurs d'asile et des réfugiés. Je veux dire, ces gens-là auront la CMU, certains d'entre eux ont la CMU ou l'AME, mais ne sont pas du tout reçus, du moins dans la région du Var
et des Alpes-Maritimes dans les hôpitaux et par les médecins libéraux parce que ça demande beaucoup de temps et je crois que ça ne rapporte pas grand-chose. Or, bien sûr, il y a l'aspect éthique et je serais d'accord pour qu'on les prenne en charge exactement sans discrimination par rapport aux Français. Mais je suis étonnée, si vous voulez, du manque d'intelligence aussi de certains projets de recherche remarquables par rapport aux gens qui ont été traumatisés par les attentats du Bataclan ou par les attentats de Nice, et où un vaste projet de recherche qui porte sur 10 ans a été lancé avec des conceptions remarquables de vouloir prendre en compte le social, l'historique pour comprendre cette mémoire traumatique et l'aveuglement par rapport à l'abord culturel, si vous voulez. Moi, je suis psychiatre et dans le cadre d'une association, je reçois des réfugiés qui ont des désordres post-traumatiques et je trouve qu'il y a là une source d'enseignement à portée de main étonnante par rapport à ce problème des stress post-traumatiques et des troubles de la mémoire, des troubles du comportement que ça comporte. Mais c'est l'invisible. Je veux dire, ces gens-là sont invisibles, sont vraiment des gens superflus, parias de notre société, et on ne les prend pas en compte, on ne les soigne pas, et on ne fait pas de prévention non plus pour eux, alors que ça serait facile de le faire. C'est vraiment les invisibles pour nos sociétés. Je vous remercie de cette question, vous avez tellement raison. Et là encore, une différence entre la France et l'Allemagne. À Berlin, quand les migrants arrivent, on ne commence pas à leur demander des papiers, on ne commence pas à leur dire on les accueille. On les accueille, ils se posent. Ils sont stressés psychiquement, viol, et pendant un mois, ils parlent. Ils parlent. Et ils commencent à parler, puisqu'au départ, ils sont totalement muets. Et en France, d'emblée, c'est la police les accueille, mais effectivement pas cet accueil. Or, si je sors de cet endroit et que je perds mes clés, j'exagère un peu, mais il y aura un psychologue qui viendra me dire c'est pas grave. Et qu'on méconnaît complètement ces milliers, ces dizaines, centaines de milliers de personnes en situation de stress total, comme nous serions si on partait et qu'on perdait absolument tout et qu'on a besoin non pas forcément d'avoir des papiers, on a besoin d'être hébergé, de manger et de se poser, de parler, de pouvoir raconter à des gens qui vous écoutent et qui ne se méfient et qui d'emblée ne considèrent que vous mentez. Et au fond, on va traiter, et vous avez parfaitement raison de parler de cette inégalité de comportement. Le moindre stress psychique, effectivement, le drame aussi du Bataclan et de Nice, il y a une prise en charge sur 10 ans, sur l'effort de la mémoire, et il n'y a rien pour les migrants. Et là, il y a une différence majeure entre la France et l'Allemagne, même un peu l'Italie, qui a beaucoup plus d'attitude d'écoute, et nous sommes là dans une attitude simplement de gestion des migrants, comme s'ils étaient des êtres qui n'ont pas de cerveau et les enfants seuls. C'est pas de la démagogie, mais c'est tellement. Vous avez parfaitement raison. C'est ce que l'on a appris du stress psychique, qui, s'il n'est pas pris en compte, va avoir des conséquences dévastatrices pendant 5 ou 10 ans et va les rendre infiniment plus difficilement assimilables dans notre pays au long cours. Vous avez parfaitement raison. Eh bien, justement, c'est une prise de conscience. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Je crois que il y a quand même des initiatives, des associations mais je pense que le biais par lequel vous prenez la question me paraît essentiel. C'est-à-dire ce contraste entre l'aide au traumatisme psychique d'un côté pour les personnes qui résident et l'abandon et que au fond, ce que la médecine nous aura appris, c'est que la prise en compte attentive du stress psychique a des conséquences extraordinairement bénéfiques à long terme. Et donc, le répéter indéfiniment. Et ça n'a rien à voir
avec une sorte d'accueil de papier. C'est de prendre les êtres humains stressés et de les prendre comme des gens en situation de détresse qu'il faut aider. Madame, qui je précise, à qui était adressée une partie du discours sur les soins palliatifs de Didier Sicard. Oui, en effet, j'ai eu cette grande chance d'être tout près du professeur Sicard à Cochin, et je bois encore une fois de plus vos paroles, parce que je pense que, je dirais, dès notre première rencontre, nous nous sommes rejoints sur un sujet essentiel qui concerne la médecine. Vous étiez infirmière, c'est ça? Je suis toujours infirmière d'ailleurs, mais je pense que c'était notre souci du sujet souffrant. Vous parlez bien évidemment de la médecine et de son rapport au corps de l'autre, mais moi, ce que j'ai appris au contact des malades, et vous avez aussi su m'enseigner sur ce sujet, c'est en effet dans cette relation au corps souffrant et surtout au sujet souffrant. Et moi, ma question aujourd'hui, c'est quelle médecine demain face à, je pense, des usagers de santé qui se positionnent certainement différemment d'il y a 20 ans ou 30 ans. J'ai envie de parler d'une émancipation du sujet. On parle beaucoup de ses droits. Et ma question, c'est, on parlait des universités, de l'enseignement, c'est comment pouvons-nous concevoir la médecine et les médecins de demain par rapport à l'évolution de cette alliance thérapeutique, de ce contrat de confiance sur lequel on peut construire, en effet, une médecine de demain digne de ce nom sur le plan éthique. Oui, moi je crois que votre question est aussi fondamentale. Je crains que si la médecine devient la réponse à un usager ou à un consommateur qui demande à tel moment de sa vie telle réponse, je pense qu'il y aura à long terme un échec. Et qu'en fait, le futur, c'est la co-construction avec le malade, mais donc co-construction, ce qui veut dire indéfiniment renouvelée avec des malades qui sont tous différents, et que, au fond, le paradoxe là encore, c'est que moins ils sont demandeurs, plus il faut aller vers eux. Je prenais l'exemple tout à l'heure de l'usager de drogue. L'usager de drogue, en France, il y a une loi de 70. Là encore, j'en avais parlé avec le maintenant président Macron en disant qu'il y a un contraste entre une loi de criminalisation de l'usage des drogues et puis une loi de 2016 qui dit qu'il faut aider les toxicomanes, et qu'un toxicomane qui demanderait de l'aide et qui risquerait d'avoir la police comme réponse thérapeutique n'est pas forcément la meilleure attitude. Et je pense que la nouveauté depuis 2 ou 3 ans, et le sida a été un élément déclencheur majeur, c'est-à-dire non pas d'avoir une médecine top-down, mais une médecine on parle du covoiturage, on parle le co, et peut-être l'indice d'un 21e siècle meilleur que le 20e. C'est-à-dire cette attitude non pas de savoir, mais une attitude de découverte mutuelle. Et je pense que ce soit la médecine palliative, que ce soit par exemple les permanences d'accès aux soins, qui sont des mines d'or, parce qu'elles sont ouvertes à n'importe qui, elles essayent de faire une médecine intelligente au moindre coût. Elles devraient être les médecines les plus réputées, et c'est les médecines qui sont les plus rejetées au bout de l'hôpital dont on ne veut pas voir. Mais mon optimisme, c'est que, et c'est là peut-être un bénéfice des biotechnologies et de la communication, c'est cette découverte que les médecins peuvent retrouver une fonction non pas de savoir impressionnant, mais de conseil, de discernement et d'adaptation à la spécificité de chacun. Et donc, et là, effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure sur la souffrance des migrants, la souffrance des citoyens qui ont été blessés dans leur corps, qui nous apprennent beaucoup de choses, permet de penser que les migrants devraient pouvoir bénéficier de cette connaissance. Et donc, je pense que là, je pense que si ce n'est pas simplement le patient expert, c'est-à-dire au fond le patient qui sait tout, parce que ce n'est pas forcément une connaissance utile, mais
Au fond, quand on est malade, on a envie de se retrouver devant quelqu'un dans lequel on a confiance, qui sait plus de choses que soi, mais on a envie qu'il vous écoute, moi, 1 million de Chinois et moi. Savoir un petit peu, moi je suis différent de tout le monde, je suis anxieux, moi j'ai envie de partir en vacances, j'ai pas envie de prendre mes médicaments. C'est-à-dire de ne pas être considéré comme un usager habituel. Et donc je crois que la médecine dans ce domaine est en train de changer plus par les sciences sociales et les sciences humaines que par les sciences médicales. Bonjour. Donc, je vous remercie d'abord pour cette conférence. Je voulais vous poser une question sur votre conclusion qui concernait notamment la prévention, parce que je suis moi-même jeune professionnelle de santé, pharmacienne. Donc, de voir un petit peu tout ce qu'une personne peut engloutir comme médicament, ça me choque jour après jour. Et je trouve que la médecine, effectivement, comme vous le disiez dans la fin de cette réponse, n'est pas assez tournée vers l'humain et vers la prévention. Et comme vous, j'ai pu remarquer que la France n'était pas du tout portée dans cet élan de favoriser des plans de prévention. Et pourtant, c'est des choses dans lesquelles j'aimerais travailler. Mon compagnon aussi, on aimerait vraiment faire des choses dans ce sens-là. Est-ce qu'il y aurait des pays sur lesquels on pourrait prendre modèle, vu que la France, pour l'instant, n'est pas encore vraiment dans cette lancée? Est-ce qu'il y aurait des modèles sur lesquels on pourrait s'appuyer? Et est-ce qu'il y aurait des choses à faire peut-être au niveau local, je pense, dans un premier temps, pour pouvoir s'adapter à chaque personne et pouvoir un peu prévenir toutes ces maladies et toutes ces maladies chroniques? Mais moi, je crois que ce métier va changer. Et je pense que les pharmaciens sont des dépositaires d'un savoir de prévention. Quand un pharmacien reçoit une ordonnance renouvelée pour une personne, pour des somnifères ou pour prendre du Lexomil pour continuer à vivre, on peut avoir... Il ne faut pas non plus affoler les gens, mais leur dire, est-ce que vraiment vous en avez parlé avec votre médecin, vous vous habituez, vous ne vous rendez pas compte que votre sommeil va être désormais dépendant des médicaments? Il y a toute non pas une critique, mais une pédagogie quand vous voyez au fond le tabac, l'alcool. Je pense que ne pas avoir une attitude de réprobation est un encouragement. Les Anglais sur la prévention sont 1000 fois mieux que nous. Et j'en ai un seul exemple caricatural. J'ai participé à l'expertise éthique d'un essai franco-anglais l'année dernière sur le traitement de l'asthme chez les enfants. Et on a la moitié anglais, la moitié français. Même médicament, même âge. Les Anglais, à la fin de l'essai, quasiment aucun effet secondaire. Les Français, sur 1000, 150 effets secondaires. L'explication est très simple. En France, quand un enfant est asthmatique qui va mal, hop, prescription, cortisone et hop. Les Anglais, pas de prescription, mais conseils aux enfants. Et comment tu fais pour faire la pulvérisation de ventoline pour l'asthme? Puisque quelquefois les enfants le font assez mal. Et le pharmacien, le médecin ont une attitude d'accompagnement du geste. Ce qui fait qu'en France, la réponse est une réponse thérapeutique par ordonnance. En Angleterre, c'est une réponse d'accompagnement, d'intelligence de l'accompagnement. Et je pense qu'un médicament n'est pas simplement une pilule, c'est un objet qui doit être accompagné avec intelligence et non pas d'une distribution. C'est pas un Coca-Cola. Et donc je crois qu'il y a toute une... je pense que l'Angleterre est le pays de la prévention. Alors c'est un pays qu'on critique parce qu'effectivement, sur le plan curatif, vous n'avez pas votre prothèse de hanche dans les 15 jours aussi facilement qu'en France. Vous n'avez pas accès à des greffes après 75 ans. Vous êtes évidemment... vous n'êtes pas... La France est le paradis du soin grave. Il n'y a pas de pays au monde où on est gratuitement aussi bien traité. On a un cancer, on est traité comme probablement aucun pays au monde. Une fracture, aucun pays au monde. On a la chance, il ne faut pas l'oublier, d'avoir gratuitement une médecine de très haut niveau. Mais le prix à payer, c'est qu'on a absolument une médecine du tiers-monde en matière de prévention. Alors, ce n'est pas en quelques minutes que je peux vous dire comment vous pouvez faire votre métier, mais en tout cas, je peux vous dire que la prévention est pour un pharmacien
à mon avis, le Graal de la finalité de ce métier. Alors, une question là devant. Et je dis juste qu'on doit libérer à 12h30 parce qu'il y a France Culture qui arrive après. Et voilà. Je suis très intéressée par cet aspect transdisciplinaire. Bon, je suis médecin soins palliatifs depuis 30 ans. Et donc là, on essaie, au niveau d'un groupe hospitalier de territoire, d'améliorer les conditions de prise en charge des personnes âgées en EHPAD. Et donc, je suis assez fascinée de voir l'enthousiasme des soignants, justement à faire rentrer la pharmacie hospitalière, à trouver de nouveaux moyens, des massages aux huiles essentielles, c'est-à-dire de reprendre toute la iatrogénie. Voilà. Alors moi, je suis une grande optimiste, mais par contre, au niveau politique, je ne comprends pas qu'on ne développe pas les moyens pour aller au contact, en compagnonnage, parce que c'est là qu'on peut être le mieux, et aider les aidants principaux. Vous avez cité pour la maladie d'Alzheimer, à l'hôpital, c'est une catastrophe bien sûr, et je ne comprends pas une révolution. Les jeunes se sont beaucoup abstenus, mais moi je reste confiante pour développer tous ces métiers d'écoute. Et vous avez cité la main, bien sûr, mais il y a toutes les thérapies narratives. C'est le patient qui nous compte. Donc j'aimerais beaucoup développer des moyens politiques pour qu'il y ait l'émergence de solutions, de métiers, qui est plus d'auxiliaires et d'interdisciplinarité, de rencontres. Oui, vous avez raison. En même temps, ça peut peut-être changer. Pourquoi ça ne change pas? Parce que tout est fondé en France sur une évaluation, la comptabilité des actes. Et donc, les actes, ça veut dire agir avec une radio, une injection, une perfusion, la prise d'un médicament. Mais écouter un malade, faire la narration, ça ne coûte rien, mais ce n'est pas évaluable. Et donc, au fond, le paradoxe, c'est que moins ça coûte cher, et plus c'est écarté, et plus ça coûte cher, et plus c'est béni. Depuis 15 ans, les hôpitaux ont investi dans les thérapies les plus coûteuses, parce que ça permettait de gagner de l'argent. Et donc, on est dans une situation, et je pense qu'elle est en train d'être repensée par des très jeunes qui retrouvent du plaisir. Qu'est-ce qui fait que il y a eu une sorte de désespérance des soignants depuis 15 ans, qui veulent partir à la retraite plus tôt, les infirmières qui sont désespérées de leur travail, les médecins qui perdent le sentiment, au fond, de la vocation médicale. C'est parce que tout est transféré sur des actes purement techniques, automatiques. La sécurité absolue, c'est très bien la sécurité, mais une sécurité qui permet d'écarter la personne n'est pas une bonne sécurité. Et donc je pense qu'il y a peut-être un début de prise de conscience par les plus jeunes. Là, il y a peut-être une rupture de génération. Deux questions là devant, au deuxième rang, et puis après on libérera l'estrade, quitte à continuer ça informellement. Merci Monsieur Sicard pour votre témoignage ici d'une médecine humaniste et d'un apprentissage possible du sujet. Je suis psychiatre, pédopsychiatre, et quand vous parliez de la formation est devenue tellement technicienne que ça désespère, je pense, les gens qui avaient un petit peu envie de devenir psychiatre, et la démographie en psychiatrie est vraiment au plus bas. Et en plus, bon, la pédopsychiatrie, il faut bien savoir que les consultations sont plus longues. Quand j'ai commencé à travailler il y a 35 ans, un C était égal à 3 C généralistes. À l'heure actuelle, on est à à peine 2, je crois. Je parle en libéral, hein, et en libéral, tout est fait pour empêcher, disons, l'installation, parce qu'il y a des difficultés techniques et tout ça. Mais le pourquoi je prends la parole, c'est un sujet que vous n'avez pas abordé, c'est le tiers payant généralisé qui m'inquiète beaucoup, parce que le tiers payant généralisé, au-delà de tout
tous ces problèmes techniques et de non-formation à la parole et à l'écoute, il va y avoir un tiers payant, c'est-à-dire qu'on n'est plus seul avec son patient, il va y avoir le tiers payant généralisé, ça veut dire que il y a deux choses qui s'échangent, hein, Lacan dit, il y a deux choses qui s'échangent dans la vie, la parole et l'argent. Si c'est le tiers payant, c'est la machine qui vous paye, je redoute qu'il y ait d'une part des cases, des gens qui cotisent à 1, 2, 3 ou 4 registres et qui aient le droit de plus de choses que d'autres. Et il nous faut prendre en compte ce tiers payant et je redoute vraiment cette évolution. Oui, mais c'est évident et je partage tout à fait votre sentiment, mais je pense qu'il faudrait arriver à un nouveau mode de paiement et je pense que là encore, les Américains, les Anglais ont innové en donnant des capitations, c'est-à-dire de donner un budget. Quand on a une personne atteinte d'Alzheimer, un enfant atteint d'autisme, on n'a pas la même habitude d'un acte à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faut repenser complètement le mode de paiement. Et le paradoxe, c'est que les médecins généralistes sont mieux payés en Allemagne et en Angleterre qu'en France et ont une activité moindre et n'ont pas une activité. Au fond, l'activité en France, c'est d'avoir des actes répétitifs, fussent-ils de simple prescription, et c'est une absurdité. Dernière question, madame. Oui, merci d'abord beaucoup pour tout ce que vous avez pu déjà nous faire sentir. Et, que je réduirais à dire tout simplement, il y a vous faites sentir une grande humanité avant toute la technique. Et ça fait du bien. Alors ma question, c'est autour un thème qui devient de plus en plus brûlant en ce moment, autour de la vaccination des bébés. Il est question maintenant de vacciner tous les nouveau-nés avec un vaccin avec 11 maladies, 11 valents. Ce qui a créé qu'il y a des personnes qui sont ahuries et d'autres personnes du côté de la pensée, je dirais d'étape pour simplifier. Il faut vacciner tous les bébés pour éradiquer les maladies. Il faut que 95% des bébés soient vaccinés pour qu'on puisse espérer d'éradiquer une maladie. Alors, d'une part, des maladies peuvent être bien graves et mortelles, bien évidemment. On parle de 10 cas de rougeole depuis 2008, ce qui me semble rien du tout, franchement, par rapport, sachant qu'en plus, apparemment, ces enfants qui l'ont eu et qui en sont morts, apparemment qu'ils avaient d'autres problèmes de santé. Ma question maintenant, pour préciser, c'est, il y a d'un côté l'idée, tous les bébés doivent être traités pareil, sans respecter l'individu. Il peut y avoir des bébés qui se portent mieux ou moins bien, on ne le sait même pas encore, pour soi-disant faire du bien, en éradiquant des maladies, sans se poser la question s'il n'y a pas d'autres maladies qui sont créées avec ça. Moi, je ne suis pas scientifique, je ne peux pas le dire. Le troisième pôle, à mon avis, c'est ce qu'il faut voir aussi, ce sont les laboratoires. Actuellement, la ministre de la Santé et M. Macron sont en conflit d'intérêts avec les laboratoires. Ils leur doivent de répondre à certains biens qu'ils leur ont fait. Voilà, ma question, c'est comment on peut réfléchir dans ces, je dirais, 3 pôles. Laboratoire, éradiquer des maladies et qu'est-ce qui arrive aux enfants, aux bébés qui vont être vaccinés. Vaste question, il ne vous reste qu'une poignée de minutes. Moi, j'ai fait partie, il y a 15 jours, d'un appel des 200 médecins pour la vaccination. Donc, je suis fervent adepte de la vaccination pour 2 ou 3 raisons. La première, c'est que nous vivons dans un monde mondialisé et que, on le voit très bien avec les migrations, les maladies, la coqueluche, la rougeole, des varicelles graves chez les immunodéprimés, font que des populations non vaccinées pénètrent dans notre pays et par conséquent, les enfants redeviennent vulnérables. Bon. Deuxièmement,
quand j'étais jeune interne, j'ai vu mourir des rougeoles. Et pour moi, ça a été un drame absolu qu'un enfant à 12 mois meure de rougeole. Troisièmement, le problème de la vaccination, ce n'est pas la vaccination d'une personne. La vaccination, c'est un acte de solidarité collective. Parce que la vaccination, bien sûr, elle protège, mais elle protège l'ensemble d'une population. Alors on dira, oui, mais dans quelques cas, oui, mais d'abord ces cas sont marginaux, sont complètement exagérés. Et je pense que la France se singularise encore par une extraordinaire peur de la vaccination, alors que nous sommes le pays de la vaccination. Donc, moi, personnellement, je suis un militant de la vaccination. Voilà. Merci beaucoup au professeur Sicard d'être venu à ces ateliers de la pensée à Avignon. Il me reste à vous préciser deux choses. Demain, on se retrouve pour continuer à penser le monde d'après-demain avec Jean-Pierre Filiou. On parlera de la Syrie, en particulier du Proche-Orient en général. Et je vous signale qu'à la table qui est à droite des bancs, vous pouvez vous offrir un abonnement à Mediapart pour 1 an si vous n'êtes pas déjà abonné. Et par contre, achetez la revue du Crieur dont je m'occupe parce que c'est du papier, il faut bien la soutenir. Merci beaucoup.